Bonjour, nouvelle émission de Tête à Clash. 4 invités, 3 sujets. Les invités, Tariq Dali. Bonjour. Philippe Murer, un nouveau. Bonjour. Marc Rousset. Marc Rousset, avec un très joli palmarès professionnel, est également un auteur. Et il a écrit ce livre qui s'appelle « Notre faux ami l'Amérique ». Voilà. Et j'ai carrément sous-titré « Pour une alliance avec la Russie ». Vous voyez qu'il est en plein dans l'actualité. Ce livre est bien distribué, je crois, et donc on peut le trouver facilement. Ok, très bien. Bienvenue à vous, Monsieur Rousset. Merci. Et le dernier, c'est François Devoyer. Bonjour François. Bonjour Franck. Ok, allez, 3 sujets. Le premier sujet, c'est Iran-Israël, donc cette guerre qui dure depuis plus de 6 mois. Il y a eu attaque et contre-attaque. Ma question, c'est qui gagne, qui perd dans cette séquence? Premier sujet. Le deuxième sujet, c'est quelque chose qui m'a paru parfaitement intéressant et très dans l'air du temps. C'est le président de Michelin qui a parlé de salaire décent. Et pas seulement de salaire décent en France, mais de salaire décent dans le monde. Et il parlait de ses salariés. On va voir de quelle manière ça peut avoir des répercussions dans notre pays. Et puis le troisième sujet, c'est les JO. On est à moins de 3 mois du début. Et je me demande pourquoi le JO bashing, pourquoi l'opposition aux JO continue en France. Voilà, j'ai quelques éléments de réponse et j'ai des intervenants qui vont être pertinents là-dessus. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le premier sujet. Premier sujet, Iran et puis Israël. Il y a eu, à l'origine, en dehors de l'attaque du Hamas en octobre, il y a eu le bombardement du consulat iranien en Syrie. Il y a eu une réplique, c'était il y a quelques jours, d'un envoi de 300 drones et missiles sur Israël, avec des résultats qui sont extrêmement faibles. Pour autant, voilà, j'ai vu dans le reflet que Philippe Murer n'était pas forcément d'accord. C'est très intéressant. Pour autant, je voulais savoir si on pouvait désigner clairement des gagnants. Eh bien, c'est M. Rousset, Marc Rousset, qui s'y colle. Eh bien, je ferai la distinction sur 2 idées. Je pense que Israël est plutôt en train de gagner la guerre contre le Hamas. En tous les cas, vous savez, ça avait dit le maréchal Foch, je n'ai pas celui qui a gagné la guerre, mais je connais bien celui qui l'aurait perdu. C'est-à-dire en ayant, contrairement à la doxa mondiale, a eu le courage de continuer la guerre, parce que si elle a arrêté la guerre, à ce moment-là, elle perdait la face dans le monde musulman, et ça aurait été une erreur stratégique à terme. Par contre, en ce qui concerne l'échiquier stratégique, en ce qui concerne Iran-Israël, là je dirais que les 2 partenaires sont à égalité sur l'échiquier. Qu'il n'y en a aucun qui ne veut pas aller jusqu'au bout. La dernière attaque de l'Iran, elle a été annoncée. Il y a eu un nombre limité, les missiles, les drones ont été arrêtés, mais il faut savoir que si demain il y a une attaque surprise avec plus de missiles, pour Israël, qui, je vous rappelle, fait 21 000 km², c'est-à-dire le tiers de l'Aquitaine, n'est-ce pas, ça peut être absolument dramatique. Et d'autre part, l'Iran aussi est préoccupé à cause de ces populations qui sont en révolte, un peu en révolte, c'est ça. Il y a quand même le danger du bombardement nucléaire de ces installations, et donc elle n'a pas intérêt non plus, avec un risque avec l'Amérique ou Israël à lui tout seul, de pousser les choses très loin. Donc pour moi, les 2 ennemis fondamentaux... C'est statu quo, quoi. Voilà. Okay. Mais par contre, sur le Hamas, contrairement à ce que les gens disent, et le politiquement correct, moi je pense qu'Israël a bien fait de continuer la guerre, parce que lorsqu'on a été quand même victime d'une attaque aussi cruelle, ça c'est pas les médias politiquement corrects qui le disent, c'est la vérité, eh bien ne pas aller jusqu'au bout contre la répression, quitte à ce qu'il y ait 10 fois ou 20 fois plus de morts, mais le fait même d'être attaqué de cette façon, d'une façon aussi terrible, ne pas riposter, aller jusqu'au bout, c'est une preuve de faiblesse. Alors la question c'est quand même, est-ce que effectivement ça a été terrible cette attaque du Hamas du 7 octobre, une attaque terroriste très clairement, mais est-ce qu'il faut répondre
aussi violemment et aussi inhumainement que les terroristes. C'est la question. Est-ce qu'on ne se met oui. pas au niveau des terroristes? Je dis oui dans le monde musulman. Parce que là, ça consiste à raser, pour l'instant, Gaza. En gros, méthodiquement, tout est rasé, il n'y a plus une seule infrastructure. C'est ça, 300 km², 4000 personnes, 4000 habitants au kilomètre carré. Donc on voit la densité, tout rasé, la famine. En fait, Israël, malheureusement, pour eux, sont en train de perdre... au niveau de l'image. Au niveau de l'image d'Israël, ils ont reculé de façon énorme dans le monde. Et c'est pour ça que, quelque part, Netanyahou, qui lui aussi perd beaucoup en termes de popularité, et s'il y avait des élections anticipées, il serait balayé du pouvoir, en fait, il est dans une impasse totale. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'impression qu'il essaye d'élargir une guerre régionale. Mais sur Iran-Israël, moi j'ai eu le sentiment qu'en fait, c'était presque de façade. L'Iran avait dit on va vous attaquer, ce qui a permis à tout le monde de se positionner, et puis voilà. Oui, mais il y a des enseignements. Vous avez raison, la riposte de l'Iran a été militairement relativement faible, mais eux aussi ne pouvaient pas laisser attaquer un consulat, donc un lieu diplomatique sans rien faire. Ils ont répliqué légèrement, mais il y a eu quand même des dégâts. Et Israël a répliqué encore plus légèrement, parce que les Américains ont dit non. Mais il y a trois leçons à en tirer. Premièrement, au niveau international, face à Israël, c'est que les pays se disent qu'on peut maintenant riposter à Israël sans risquer une riposte 10 fois plus meurtrière. La deuxième chose, c'est qu'on peut riposter à Israël et faire des dégâts, parce qu'ils ont fait des dégâts, l'Iran, Il y a très peu d'images. On dit que le dôme de fer, aidé par les États-Unis, l'Angleterre et la France, c'est... Mais ça, c'était attendu. Mais la base militaire, par contre, a été touchée par des missiles. Et touchée de façon assez importante. C'est une base importante. Et la troisième chose... C'est la base d'où seraient partis les avions qui sont allés bombarder le consulat, paraît-il. Et troisième chose, c'est que les États-Unis ne sont pas prêts à soutenir Israël envers et contre tout. Ils ont dit non à une opération militaire importante d'Israël. Ils ne seraient pas derrière eux. Donc, moi, je trouve que Israël, et surtout, c'est Netanyahou qui est extrêmement fragilisé. Il n'a pas réussi à faire la guerre régionale. On a l'impression qu'il voulait élargir. Et il se retrouve dans une impasse totale parce qu'il n'y a pas de but militaire défini dans l'opération de Gaza. Bien sûr. Tariq Dali. Je crois quand même, effectivement, vous l'avez dit vous-même, s'il y a quand même pas mal de mise en scène au début, parce que je n'ai pas l'impression que l'un comme l'autre ait vraiment eu envie de détruire l'autre. Ni l'Iran n'avait envie de détruire Israël, ni Israël n'avait envie de détruire l'Iran. En revanche, quand même, il y a quelque chose que vous avez oublié de dire, c'est que l'attaque initiale, celle du 1er avril, le bombardement du consulat iranien à Damas, s'est soldé quand même par la mort de 2 généraux, dont l'un des deux était le go-between avec le Hamas. Ouais. C'était le type qui était en relation avec le Hamas. Donc, Israël a quand même éliminé cet individu. Donc on ne peut pas dire non plus... Mission accomplie. Mission accomplie. L'Iran derrière, pour des raisons de politique intérieure, pour détourner le regard en disant « Israël, c'est des méchants, vous allez voir ce que vous allez voir », ils ont balancé leurs missiles, tout en sachant très bien qu'ils ne feraient pas beaucoup de dégâts. Donc je pense quand même qu'il y a pas mal de comme vous l'avez dit, de mise en scène là-dedans. Est-ce que ça ne prouve pas quand même mais Israël s'en tire plutôt bien. Les Iraniens n'ont pas tant de moyens que ça pour installer, pour attaquer Israël. Mais bien entendu, d'autant que, et vous l'avez dit vous-même, c'est quand même Israël non seulement est soutenu par les États-Unis, par l'homme, mais elle est soutenue aussi par la Jordanie et les pays arabes. Parce que la Jordanie a autorisé la France à intervenir sur les missiles. Absolument, il ne faut pas oublier ça. Mais l'Iran est à 2 doigts d'avoir la bombe nucléaire. C'est ça. À quelques mois. C'est donc exactement évidemment qu'ils n'ont pas envie de subir une attaque massive et de ruiner un programme qu'ils ont mis 20 ans à construire. Ce qui explique aussi certaines choses dans cette affaire. Les experts disent grosso modo que l'Iran est pratiquement capable de fabriquer 4 bombes, mais il manque un point technique très précis qu'il n'arrive pas à maîtriser. Et c'est là-dessus que Donald Trump, déjà, à l'époque où il était aux affaires, il avait dit attention, l'Iran, etc. On lui a rayonné. Mais effectivement, il y a toujours ce problème-là. Et Israël, effectivement, fait très attention à ça. Oui. Personne ne veut que l'Iran... On pourrait penser qu'il n'y a qu'Israël qui sort menacé, mais pas du tout. Ni les Séoudiens, ni les Jordaniens. Tout le monde aucun pays arabe, mais bien entendu, aucun pays arabe ne veut que l'Iran détienne la bombe atomique. Les autres pays non plus, parce que ça fait une course à la bombe nucléaire en Arabie Saoudite et dans tout le Moyen-Orient, bien sûr. François Devoyer. Alors, j'aurais un premier point perdant qui n'a pas été abordé. Financièrement, c'est l'Iran qui gagne, puisque le dôme de fer a un coût très élevé. Les experts les mesures changent, mais généralement, on est dans un rapport de 5 à 10 en coût entre les dépenses de l'Iran
pour cette attaque très maîtrisée et pour la réponse israélienne. Donc la réponse israélienne a coûté très cher. Chaque missile d'intervention, c'est environ $50 000. Donc c'est très important. En termes d'image, c'est Israël qui a gagné, c'est très net, puisque effectivement, à l'exception de ce bâtiment, mais on n'a pas eu d'image, c'est resté très confidentiel, on a eu le sentiment qu'Israël était parfaitement protégé. Et en revanche, moi, à titre personnel, je pense que le vrai gagnant, ce sont les États-Unis, qui ont montré qu'ils restaient la police du Proche-Orient, qui ont maîtrisé d'un côté les Houthis, qui aujourd'hui calment les velléités des uns et des autres, en particulier de l'Iran, qui tiennent en laisse, je suis un peu rude, mais l'Égypte, qui clairement ne bougera pas d'une oreille sans l'assentiment américain. Donc je trouve que là où les Américains ont perdu en influence ailleurs, ils réussissent au Proche-Orient à montrer qu'ils sont les seuls arbitres, mais on danse sur un volcan. C'est-à-dire que sur le fond, on sent, moi ça me rappelle tout de même de plus en plus entre le conflit entre la Russie et l'Ukraine et ce qui se passe au Proche-Orient, il y a vraiment un sentiment de montée des périls, où chaque élément vient s'ajouter. On oublie toujours qu'avant 14, il y a les tensions dans les Balkans, les tensions coloniales au Maroc. Petit à petit, les choses se mettent en place et il suffit ensuite d'un incident qui aurait pu être anecdotique 10 ans avant. Comme ce qui s'est passé pour 14. L'assassinat de l'archiduc, exactement. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, en soi, 10 ans plus tôt, n'aurait sans doute entraîné aucun conflit mondial. Et là, on sent qu'on rentre dans cette période de montée des périls très inquiétante, où le premier faux pas, et Dieu sait qu'il peut arriver rapidement quand on a quelqu'un comme Netanyahou d'un côté, Vladimir Poutine, Zelensky, avec toutes les tensions qui peuvent exister dans ces pays. Éventuellement Trump en novembre. Éventuellement Trump, Joe Biden qui est dans un état tout de même de sénilité assez avancé et assez inquiétant. Donc là, moi, c'est cette angoisse qui monte que je trouve... Donc ça vous fait plus penser à 14 qu'à 39. Oui. Et à la limite, c'est intéressant, ça. C'est très juste, si je me permets de rebondir sur ce que tu dis, François, parce que c'est juste. 14, c'est finalement l'Allemagne qui avait acquis, grâce à la mondialisation d'alors, en fait, une puissance très importante, en 60 ans, et qui veut en retirer les fruits et les dividendes, et l'Allemagne est bloquée. Et on a cette chose avec le piège de Thucyclide, d'ailleurs, avec les États-Unis qui sont en train de descendre, pendant que la Chine est en train de monter, donc il y a ce péril qui arrive. Avec, tu as raison, d'une certaine manière, pour une fois, les États-Unis, qui étaient plutôt en perte de vitesse, de soutenir Israël, et ça lui posait des problèmes dans la région. Il faut quand même rappeler que le Proche-Orient, l'Arabie Saoudite est partie dans les BRICS, hein. Donc ils sont quand même contestés. Et puis, toute leur puissance repose sur quelque chose, quand même, qu'on a l'impression de plus en plus friable, puisque c'est une puissance navale, d'abord. Elle contrôle les mers du monde, elle les contrôle avec ses porte-avions, et les missiles hypersoniques, en fait, peuvent détruire tous les porte-avions à tout instant. Donc, c'est extrêmement dangereux parce qu'à ce moment-là, la puissance américaine se retrouverait à nu et tout le monde se rendrait compte qu'il n'y a pas d'hégémonie américaine puisque la puissance navale n'est plus là. Enfin, je caricature encore. Non, mais de ce point de vue, c'est très intéressant parce que la maîtrise des mers, me semble-t-il, est effectivement le cœur du succès géopolitique. Il l'est d'autant plus à l'heure où la mondialisation ne tient qu'à une chose, c'est aux porte-containers et aux voies navales et à leur très bas coût énergétique. D'ailleurs assez artificielle. Et de ce point de vue, j'ajoute un autre succès à la politique américaine en Israël, dans la mer Rouge en particulier, c'est tout de même le succès en mer Noire, avec la Crimée, où les Anglais, parce que ce sont les Anglais derrière le succès des forces ukrainiennes, ont réussi tout de même à circonscrire la marine russe, qui peut difficilement aujourd'hui sortir des ports, qui ne bouge plus. À la fois le boycott... Et de ce point de vue, les Anglo-Saxons restent... En tout cas, on souhaitait montrer ces 2 dernières années qu'ils restent la grande puissance maritime mondiale. Et on voit que les efforts de la Chine, aujourd'hui, dans les îles Philippines et tout ça, on sent que c'est là que va être la construction. Juste un mot, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Tariq Dali sur le fait que 2 généraux ont été tués pendant l'attaque du consulat, que l'un des 2 était le contact avec le Hamas, parce qu'on découvre quand même que l'attaque du Hamas, en réalité, a été commanditée par l'Iran. Alors que l'Iran a essayé de faire croire qu'elle n'était pas au courant. Exactement. Et que derrière ça, l'Iran étant un proxy de la Russie, il est aussi possible que derrière ça, il y ait eu la volonté de créer un 2e front et d'ailleurs ça a pas mal fonctionné, pour détourner le regard et aussi la puissance américaine et le flux d'armes dans la région
plutôt que du côté de l'Ukraine. Franchement, c'est très contesté le fait que l'Iran soit derrière et demander au Hamas de le faire. Au courant, mais est-ce que l'Iran, que le Hamas lui ait dit un jour avant, nous allons attaquer, c'est possible. Possible. Mais il n'y a aucune preuve de ça. Et pourtant, c'est à ça, le crime, on va dire, profite bien à l'Iran, d'une part, et s'il profite à l'Iran, le crime profite aussi à la Russie. Par contre, le crime d'Israël de faire la guerre contre le terrorisme à la bouche, ça c'est autre chose. Ça, on a vu depuis 20 ans, ça fait des tensions et ça crée des guerres. Absolument. De penser qu'on va tuer un général ou une personne comme ça, par-ci, par-là, va nous permettre de gagner le terrorisme, ça crée plutôt du terrorisme plutôt que ça l'arrête. Marc Rousset. Je vais juste faire une remarque sur ce que vient de dire François de Voyer. notre ami, c'est que c'est une erreur d'analyse selon moi, c'est que c'est pas du tout ce qui se passe en mer Noire, c'est pas du tout la puissance américaine et anglaise, les deux, ou l'OTAN même, contre la marine russe, c'est le problème des missiles et des armes hypersoniques par rapport aux moyens classiques jusqu'à présent qui étaient les forces navales, etc. Et je dirais même que c'est le contraire, c'est que s'il y a un pays qui a aujourd'hui la supériorité et qui est la véritable première puissance militaire au monde, ce n'est pas du tout l'Amérique en force guerrière, mais c'est bien la Russie. Parce que qu'est-ce qui a 20 ans d'avance sur les armes hypersoniques? C'est la Russie. Qu'est-ce qui montre en Ukraine? Oui, on les voit pas exercer, pardon, les armes hypersoniques. Ouais. On en entend parler. Moi, je les ai pas vus. Je pense qu'ils sont en réserve. Pour autant, la Russie, ils l'exercent. Il y en a qui ont été lancés en Ukraine et ça a très bien fonctionné. Oui. En revanche, là où vous allez un petit peu loin, oui, les Russes ont de l'avance sur les armes hypersoniques et quelques armes. Hein. Il y a une forme de génie scientifique russe quand même, il faut le dire. Mais attention, les Américains, certes, c'était des puissances moins fortes, mais généralement, quand ils attaquent, la conquête du ciel et donc la maîtrise du ciel qu'ils obtiennent rapidement et ils gagnent les guerres comme ça. On voit bien que les Russes, bien qu'ils soient très proches de l'Ukraine, ce qui est quand même facilitateur, ils sont à la frontière, 500 km, et l'Ukraine c'est 150. Ils connaissent parfaitement le terrain pour l'avoir pratiqué pendant 80 ans, voire des centaines d'années. Eh bien, ils n'ont pas la maîtrise du ciel. Donc je dirais quand même, les Russes ont des forces, mais les Américains en ont encore. Ils ne parviennent que péniblement. Pas tous ensemble. Pas tous ensemble. Les Russes ont la maîtrise du ciel actuellement. Ah, bien sûr, mais bien sûr. La preuve, c'est qu'ils ne peuvent pas attaquer le territoire ukrainien et qu'ils sont obligés de rester. Les avions russes, a priori, ne passent pas la frontière. Les centrales électriques sont bombardées à 70%, etc. Actuellement, si justement la Russie est en train de gagner la guerre, c'est à cause de sa puissance au niveau de l'artillerie et de la puissance, la suprématie aérienne. François de Voyer est clairement pas d'accord. Si on met 2 ans et demi à atteindre Charleroi, nous, en partant de Paris, je pense qu'on ne considérerait pas ça comme une immense victoire. Non, dans les faits, tout le monde a été effaré par les difficultés de l'armée russe. Ce que l'on peut dire... L'armée russe... L'échec de Kiev, 2 ans et demi, etc. Pardon, François de Voyer, Tariq Dali et Marc Rousset. Alors, je termine simplement. Tout le monde, et vraiment littéralement tous les experts qui imaginaient l'armée russe comme quelque chose de phénoménal, qui avait été merveilleusement vendu, en particulier dans les défilés du 9 mai, qui sont très impressionnants et qui donnaient l'image d'une armée parfaite, exercée, etc., a montré des défaillances immenses, stratégiques, dans le recrutement, enfin sur énormément de sujets. Simplement, ce que l'on peut dire, et là on se rejoindra peut-être, c'est qu'en revanche, l'armée russe est en train de se former. Parce que quelles sont les meilleures armées de demain? C'est celles qui ont expérimenté leurs propres faiblesses aujourd'hui. Et elle apprend, et ça, c'est là où effectivement, dans quelques années, et c'est ça qui inquiète les Américains, là, la Russie peut devenir vraiment inquiétante, parce que justement, ils auront expérimenté leurs propres erreurs. Je fais référence à ce que vous parliez de Gaza tout à l'heure. On reproche à Israël d'avoir fait la guerre à Gaza. C'est-à-dire que les Russes font la guerre à moitié, c'est tout. C'est qu'Israël a voulu détruire Gaza, effectivement, détruire Gaza, on fait la guerre. Mais les Russes n'ont pas voulu détruire l'Ukraine. Ils n'ont pas arrivé. S'ils avaient vraiment voulu aller à Kiev et tout raser et tout, ils l'auraient fait. Enfin, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une guerre civile. C'est une guerre. Non, mais je parle pas de Gaza. Je parle de l'Ukraine. Je dis, ils veulent pas une guerre civile entre Slaves, etc. Et la Russie n'a pas voulu. Si la Russie avait voulu balancer tout le monde et écraser tout en une semaine, était à Kiev, ça aurait été réglé. Voilà. En espèce, ils ont voulu aller à Kiev et ils se sont pris une grosse veste.
Marc Roussel. Non, je dis bien, alors je pèse les mots, c'est un non-sens, ce qui vient d'être dit pour moi, c'est une non-compréhension de ce qui s'est passé. La Russie n'est pas du tout rentrée en guerre, elle est partie avec 150 000 hommes, on ne part pas avec 150 000 hommes, elle est partie pour impressionner l'Ukraine. Et au contraire, c'est une victoire stratégique terrible, puisqu'avec 150 000 hommes, alors que les Ukrainiens, eux, qui étaient déjà préparés, puisque c'est eux qui ont déclenché la guerre dans le Donbass, ils avaient déjà 500 000 hommes en face d'eux, et les Russes ont réussi à maîtriser tout le Donbass. Ça a été au contraire une victoire stratégique, avec un nombre de avec un nombre à limité. toutes les mères qui ont perdu leurs enfants là-bas. Je pense qu'ils auront actuellement, il y a à peu près ça. Il y a le nombre de morts, c'est comme la France de terrorisme, c'est de 1 à 8. Il y a à peu près ça. Il y a au moins 400 000 Ukrainiens tués. Et on doit être à 80 000 Russes. Alors. Non, c'est moi. Écoutez, 80 000, 400 000, non, c'est pas crédible une seconde. C'est une certitude. Actuellement, c'est encore pire. Avant, c'était 1 à 8. Maintenant, ça va être 1 à 10 ou 1 à 15. La disproportion des tirs d'artillerie. Mais bien sûr. En plus, ils n'ont plus de munitions actuellement. Non, mais là, vous parlez en fait d'informations qui sont peu fiables. Non, mais c'est un non-sens. C'est justement la propagande occidentale qui présente les choses comme cela. Or, les Russes, en mars, ils étaient même prêts à conclure un traité de paix. Ils ne sont pas du tout partis pour envahir l'Ukraine. Ça a été au contraire un repli stratégique. Et avec 150 000 hommes, de réussir à garder tout ce qu'ils ont réussi à conquérir. Alors, la seule petite recul militaire, ça a été l'aéroport au sud de Kiev. Là, je suis d'accord, parce que les Ukrainiens étaient hyper armés et l'aérodrome n'a pas pu être conquis par les parachutistes russes, contrairement d'ailleurs à ce qu'a dit Poutine lors de son interview avec Tucker Carlson, comme quoi il aurait reculé à Kiev parce qu'il s'était engagé lors des négociations en mars à Istanbul. On est clairement, et notre conversation reflète quand même chacun sa vérité, mais... le brouillard informationnel, avec la très grande difficulté à avoir des chiffres réels. Il y a quand même des images vidéo, il y a quand même un certain nombre de témoignages, mais c'est difficile, effectivement. Allez, j'ai bien compris qu'on n'allait pas vous mettre d'accord, mais c'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Chacun sa vérité. Oui, et dans tous les cas, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. À tout de suite. Alors, si le premier sujet a été sur ce qui se passait en Gaza, Israël, et puis une petite extension en Ukraine, le deuxième sujet nous fait complètement changer d'univers. On va là chez Michelin, et le patron de Michelin, qui s'appelle Florent Ménégo, qui n'est donc pas issu de la dynastie Michelin, vient de déclarer que son entreprise, plus de 100 000 salariés dans le monde, avait décidé de mettre en... Pardon ? 130 000. Ah, c'est vraiment une très grosse boîte. C'est d'ailleurs le numéro 1 des pneus dans le monde, une grande fierté française, a mis en place le salaire décent dans toutes ces usines, dans tous ces bureaux. Et ce salaire décent, ça veut dire en gros suffisamment pour une famille de 4, 2 adultes, 2 enfants, pour se loger, se nourrir, payer l'éducation et faire un peu d'épargne. Et ce sujet me semble presque un vrai sujet de présidentiel, un sujet clivant et structurant pour un pays. Et je me demandais quel allait pouvoir être l'écho de cette mesure en France et puis peut-être dans le monde. Et c'est Philippe Murer qui intervient en premier. Philippe. Alors, au risque de vous décevoir, j'ai pas du tout la même vision que vous. D'accord, je suis désolé. Ça m'étonne qu'à moitié, Philippe. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est vrai que personne ne peut être contre l'idée d'un salaire minimum décent pour que tous les travailleurs vivent. Ça, c'est clair. Bon, alors, c'est une entreprise, c'est l'initiative d'une entreprise qui, au départ, paternaliste, mais a complètement changé, qui était patriote, qui est devenue mondialiste. C'est-à-dire que Jean-Dominique Sénard, l'ancien patron de Michelin, et celui-là même, sont des mondialistes. Donc, et d'ailleurs, c'est une vision mondialiste. Donc, cette entreprise, elle fait 28 milliards de chiffre d'affaires, 2 milliards de résultats nets. C'est gigantesque, pour ceux qui connaissent la rentabilité des entreprises. C'est loin des normes LVMH, mais c'est quand même très bien. Ah, c'est gigantesque. 8% de chiffre d'affaires. Beaucoup d'entrepres en France rêveraient d'avoir 8%. Beaucoup. C'est énorme. Les marges dans l'automobile ont beaucoup monté ces dernières années. Et le salaire, le salaire décent en France, ils disent que c'est 20% au-dessus du SMIC. Ils sont payés, ces salaires-là. Chez Michelin, déjà, ça ne va rien changer en France. Parce que dans l'industrie, les gens sont bien payés. Parce que l'industrie, c'est là où il y a de la productivité.
l'activité, de la richesse, et on paye bien les salariés. Donc ça ne va rien changer pour les salariés en France. Que Michelin a tendance à virer petit à petit d'abord, pour les remplacer par des salariés moins payés dans des pays moins chers, en France ou en Allemagne. Donc en fait, c'était mon premier point, ils achètent une morale à peu de frais, quoi. Finalement, ils délocalisent pour faire baisser les salaires, mais ils disent on est pour des salaires décents. Ils défendent la mondialisation, ce sont des mondialistes qui écrasent les salaires des gens. En France, c'est moins 5% sur les 3 dernières années, le salaire moyen hors inflation, quand on ajuste de l'inflation, et c'est à peu près pareil dans toute l'Europe. Donc ça, c'est le premier point. Donc ils s'achètent une morale à peu de frais, alors qu'en fait, ils font baisser les salaires de façon volontaire. D'ailleurs, je suis sûr que c'est un immigrationniste qui aime bien l'écrasement des salaires par la venue d'immigrés. Vous parlez de Florent Ménégo, hein? Oui, comme beaucoup de mondialistes qui sont généralement immigrationnistes en même temps. Mais qui est derrière ça? Je suis allé fouiller, en fait, pour l'émission, parce que je n'avais pas eu le temps de le faire, je n'avais pas eu l'idée de le faire. Et c'est intéressant. En fait, c'est le pacte mondial des Nations Unies. Alors, donc... C'est fait d'abord, leurs informations, celles de Michelin, sont issues d'une association suisse qui s'appelle Fairwage. D'accord, je croyais Forum économique mondial. Non, Fairwage. non. D'accord. Fairwage Network. D'accord, mais tout ça est lié... Alors, association liée à qui, ça serait intéressant de creuser, mais c'est le pacte mondial, ils l'ont dit, des Nations Unies. D'accord. Avec égalité des sexes, climat, eau, ressources en eau, salaire décent. Donc mais voilà, vous avez l'air de dire c'est les que objectifs de mal, développement durable. Mais moi, le problème que ça me pose, c'est que les partenaires, c'est le MEDEF, c'est L'Oréal, c'est AXA, le CCF, les grandes banques, les assureurs, Orpea, tiens, des gens tout à fait humains et qui aiment les salaires décents et le traitement décent. PricewaterhouseCoopers. Donc en fait, on voit derrière le Forum économique mondial qui est associé au pacte mondial des Nations Unies, c'est quand même extraordinaire. Ils ont fait leur pub au Forum économique mondial, qui est quand même l'organisme privé des multinationales, des 1000 premières. Vous parlez de Davos, là. Voilà, Davos. Donc ces gens, en fait, ils essayent de prendre le pouvoir politique en faisant ça, d'une certaine manière. Ils envoient des aspects politiques. Ils font de la com pour dire que la mondialisation peut être morale, alors qu'ils ont un comportement parfaitement immoral, ou on pourrait dire même amoral, de faire baisser les salaires. Et c'est pas aux mondialistes de faire de la politique, sinon ça veut dire qu'on rentre dans un gouvernement mondial, quoi. Mais alors, pardon, mais vous douchez mon enthousiasme. Désolé. Ok, je vais survivre. Mais cette idée ne vous semble pas une très bonne idée que de dire que ce salaire minimum, ça voudrait dire 2 fois le salaire de base au Brésil, 2,4 fois le salaire de base en Chine. Si Michelin fait ça là où elle a des usines, c'est-à-dire au Brésil, proche du caoutchouc, c'est extrêmement profitable à tout le monde, non ? Alors, allez-y. Je veux dire, je suis même un ancien Michelin, pour tout dire. J'étais chez Michelin et j'ai connu cette société qui était très dure. Du temps de François Michelin. Du temps de François Michelin. J'étais là. Bon. J'étais un des premiers cadres commerciaux, ancien HEC, qui rentrait chez Michelin. C'était tout un problème, bien. Okay. Et je tiens à dire, et puis après, je suis devenu DG, je suis un ancien responsable d'entreprise, donc je connais bien. Je dis bien, l'idée je suis un fervent défenseur, à titre personnel, du capitalisme rénan et contre le système, même des stock options, etc. Donc j'ai écrit un livre, Adieu l'argent roi, donc c'est clair, je suis contre le principe même d'une multinationale qui est de délocaliser chaque fois que possible dans un pays émergent, vendre dans les pays industrialisés pour faire du fric, et ensuite mettre son argent dans des endroits défiscalisés. Mais quel rapport avec le salaire minimum? Mais justement, le salaire décent, c'est de la communication éhontée, et c'est un monsieur qui joue le rôle d'un patron, qui joue le rôle du syndicaliste éclairé. C'est un syndicaliste de parler comme ça, mais lorsqu'un patron parle comme ça, d'ailleurs notre ami a bien montré, c'est l'hypocrisie du truc, et que les gens, le commun des mortels, ne comprend pas. Voilà. Mais est-ce qu'ils ne s'emparent pas d'un sujet de société parce que le salaire décent, qui a de l'écho près de tout le monde? C'est pas du paternalisme mondialisé, finalement, que fait le Michelin, le nouveau Michelin. Ce qui est important, c'est qu'il y a 20 000 salariés, il y a 20 000 salariés en France aujourd'hui, il y a 130 000 salariés sur Michelin dans le monde. Et comme a dit très justement notre ami, petit à petit, les usines ferment. Le même patron de Michelin, qui est aujourd'hui patron de Renault, l'a dit un jour, il a déclaré, je crois que c'était en Allemagne, il a dit, vous savez, nous chez Michelin, à terme, avec la concurrence des Chinois, un jour, on va même plus on va plus y arriver, on va plus vendre un pneu. Et puis, vous savez, chers amis, demain, et puis, il savait peut-être pas même à l'époque, il allait devenir le président de Renault, Dominique Sénard, et bien, ça va être le tour de l'industrie automobile et elle va connaître le même sort. Donc, ce que fait Florent Ménégo, c'est de la communication. Okay. C'est une honte, je dis même, de parler comme ça. Alors, je vais faire circuler l'information.
J'espère que vous n'allez pas aller tous dans le même sens de ces affreux cyniques. Je vais être plus gentil que mes amis avec Florent Menegaux. Oui. Je vais être surtout plus terre à terre. Bon, effectivement, on se gargarise de communication et tout ça, tout ce que vous voulez. On a tout fait pour détruire l'industrie automobile en Europe. On continue avec le pacte vert et des singeries comme ça. On fait tout pour ça. Mais lorsque... d'abord, il faudrait dire, je crois que Philippe l'a dit tout à l'heure, dans l'industrie en général et l'automobile en particulier, des smicards, il n'y en a pas. C'est très simple, ils ont ce salaire. Bon, la première chose. Maintenant, lorsque vous me dites... Là, le salaire décent, d'après Michelin, en France, c'est 40 000 euros bruts par an à Paris et 25 000 euros bruts par an à Clermont-Ferrand. Mais là, on va y arriver. C'est intéressant, cette histoire de... Mais on va y arriver. Je vais y arriver. Mais le salaire décent, il existe, il s'appelle le SMIC, il était obligatoire. Mais il n'est pas décent, le SMIC. Parce qu'il ne l'est plus. Et pourquoi il ne l'est plus? J'y viens. Si je veux demander à nos téléspectateurs un tout petit peu d'attention. Le SMIC net aujourd'hui est de 1 365 euros par mois pour 35 heures. Mais pour percevoir cette somme, Florent Menegaux, il doit payer 1 829 euros. Vous me suivez? C'est-à-dire 464 euros de plus. Imaginons que pour lui donner 200 euros de plus, c'est quand même pas la mer à boire, 200 euros, eh bien, il va falloir, pour qu'il perçoive 1565, on est quand même loin du salaire de Mbappé, ben pour qu'il perçoive 1565, il va falloir payer 2300 euros. C'est-à-dire 500 euros de plus. Vous êtes en train de dire les charges sont trop élevées. C'est-à-dire, attendez, et pour atteindre 2000 euros net, alors 2000 euros net, effectivement, c'est ce que vous avez dit, c'est 24 000 euros bruts, c'est-à-dire 24 000 euros net, ça fait, il va falloir payer 3300 euros. Donc c'est ça le truc, c'est qu'on a tout fait aujourd'hui, tant qu'on continuera à faire payer par les salariés les plus pauvres, le modèle social français, le tonneau des Danaïdes le tonneau des Danaïdes de la dépense publique, les 57% de dépenses publiques, les 45% de prélèvements obligatoires, on n'y arrivera jamais. Et encore, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit 200 euros, le type, il ne touchera pas les 200 euros parce qu'entre-temps, l'impôt sur le revenu lui tombera dessus. Enfin bon, c'est un détail. Donc tant qu'on compte... Et pourquoi il n'y a plus que 20 000 salariés en France sur 130 000 ? Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher de les faire bosser ailleurs, c'est aussi simple que ça. Donc moi je veux bien entendre les gouvernements qui se gargarisent de réindustrialisation et tout, c'est du bidon total, je suis tout à fait d'accord, on se fout de nous, on réindustrialisera jamais la France, c'est terminé. J'espère qu'il y en a un qui va sauver cette aventure. Mais je critique pas. J'ai mis beaucoup d'espoir sur François de Voyer. Vous avez raison, Franck. Je suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est l'esprit de contradiction, mais non, je trouve ça trop facile. De résumer cette position de Florent Menegaux à un simple effet de communication. Parce que Michelin, alors moi j'ai pas la même expérience que M. Rousset, mais je pense à Philippe et à M. Rousset, j'ai habité Clermont-Ferrand. Michelin aurait pu délocaliser depuis bien longtemps, et il n'avait aucune raison de rester à Clermont-Ferrand. Ça reste une entreprise familiale, où les salaires sont bien plus élevés que dans les équivalents Bridgestone et Minelli et compagnie. Il n'y a pas de smicard chez Michelin. Beaucoup plus. C'est ce que je viens de dire. C'est une entreprise beaucoup plus vertueuse que les équivalents internationaux à l'étranger. Tous les Michelin, y compris à l'étranger, j'ai la grand-mère d'une amie qui était Micheline, comme ils le disent en Italie, à près de Milan. Partout dans le monde, les salariés Michelin, alors ça a peut-être changé ces 3 ou 4 dernières années, étaient ravis et fiers de travailler pour cette entreprise familiale qui assurait une vraie sécurité de l'emploi et qui avait des avantages considérables. Ensuite, moi, je veux bien qu'on leur fasse ce procès de communication. Il y a des faits. Le patron de Stellantis, maintenant Peugeot, M. Tavares, touche 36,5 millions d'euros. En tout cas, c'était en 2023. Florent Menegaux se contente, ça semblait énorme, mais pardon, c'est très raisonnable quand on compare à l'équivalent dans le CAC. C'est la moitié de Mbappé. 1,1 million d'euros seulement entre guillemets, mais oui, ça reste très peu. Et avec une possibilité de bonus qui va au maximum jusqu'à 1,650 000 euros, bonus inclus, tout compris. On est quand même à un facteur j'ai même pas en tête, 15 fois, divisé par 15 ou 20 par rapport à ce que touchent les autres patrons du même type. Donc il y a tout de même des éléments factuels. Ensuite, je pense qu'il introduit avantageusement dans le débat public le problème de la smicardisation. Parce qu'il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'on est passé
en France, d'un état de fait où les smicards étaient peut-être 5 à 10% de la population, 10% il me semble quand j'étais lycéen. Aujourd'hui, ils sont 17%. Et aujourd'hui, il y en aura de plus en plus. Je termine juste il y en aura de plus en plus. J'ai raison, j'ai expliqué tout à l'heure. Là-dessus, aujourd'hui, on ne peut pas vivre en France correctement et décemment avec un SMIC. Et effectivement, si cet élément de communication, moi je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a une vraie vertu de l'entreprise Michelin, peut permettre d'aborder, de mettre en difficulté d'ailleurs, parce que c'est ce qui a été le cas, a mis en difficulté Gabriel Attal et posé le doigt sur ce sujet, effectivement, qui sera là à la présidentielle, à mon avis, 2027, de la smicardisation du pays, et du fait, et je termine là-dessus, que les grandes entreprises devraient toutes payer davantage leurs salariés. Un artisan... C'est fait. Non, c'est pas vrai pour le type qui fait le ménage chez LVMH. On laisse finir parce que je voudrais faire évoluer le débat. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le fait que Florent Menegaux dit que le SMIC ne devrait pas être le même. Ça a été abordé par le côté. Ne devrait pas être le même selon les régions. Autrement dit, bien supérieur à Paris que celui de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est une vraie problématique. On ne peut pas vivre avec un SMIC à Paris. Et d'ailleurs, les gens qui travaillent à Paris, dans les supermarchés, etc., les premiers de corvée, comme on disait pendant le Covid, sont des gens qui habitent à 40-50 km de Paris. Donc avec une vie infernale, 1h30 de transport aller, 1h30 de transport retour. Et parfois, dans des très mauvaises conditions. En revanche, là où je ne suis pas d'accord avec François, c'est qu'en fait, tout ça, ce sont des mots du patron de Michelin. Parce qu'il augmente de 0 € tous les salariés. Donc, il lance un débat, ça lui coûte rien. C'est de la com. C'est pas de la com, même. C'est une opération... Il ne se cache pas du fait qu'il y avait très peu de salariés concernés. C'est un enfoiré qui fait une opération de manipulation. Avec le pacte mondial des Nations Unies, manipulation pour dire... Il utilise l'image de Michelin, que j'aime, parce que c'est vrai que c'est une belle boîte. Mais attention, le problème, il utilise l'image paternaliste de Michelin pour faire du paternalisme mondialiste, pour faire croire que le mondialisme est moral alors qu'il est d'une amoralité et d'une immoralité odieuse. Donc c'est de la manipulation. Je vais revenir à mon sujet. Vous avez dit, est-ce que le SMIC... Le problème, c'est que si vous mettez un SMIC à Paris et un SMIC en province, vous allez avoir de plus en plus de SMICards à Paris. C'est-à-dire, vous allez augmenter le SMIC, mais comme c'est toujours la même chose, vous exonérez le SMIC des charges patronales, donc le mec, il est condamné ad vitam aeternam à rester au SMIC, parce que s'il augmente 200 balles, ça coûte 200 balles de plus. S'il augmente de 500 balles, ça coûte... C'est ça le truc, c'est que tant que le modèle social français continuera à peser sur tous les salariés hors SMIC, on n'en sortira pas. Il y aura notre ami François l'a dit tout à l'heure, il a dit c'est la smicardisation. Mais forcément, tout est fait pour qu'on soit smicardisé. Marc Rousset. Oui, alors je dirais qu'elle est d'autant plus catastrophique et c'est irresponsable sur le plan macroéconomique, les paroles dites par un patron tel que Florent Menegaux, c'est pour montrer qu'il parle bien comme patron d'une entreprise multinationale et non pas dans l'intérêt public commun. Sur le point sur lequel autrement dit, ça ne devrait pas être à lui d'intervenir, ça devrait être surtout l'État. Pas. C'est un syndicaliste qui a le droit de parler comme ça, mais surtout pas lui. Mais s'il il parle en tant que... mais ça vous dérange qu'un patron prenne une position sociale ? Attends, je tiens à dire l'idée fondamentale. C'est que c'est catastrophique pour la France. C'est qu'à un moment où nous sommes un pays avec nos 200 milliards, nous sommes dirigés par un irresponsable, nous avons les problèmes d'immigration, c'est un pays qui va exploser, c'est un pays où on va demander des efforts, puisqu'on a fait tellement de conneries depuis 40 ans que nous sommes dirigés... pour la dette, c'est ça ? Pour la dette, bien sûr. Eh bien... On part du principe, et c'est ça l'idée fondamentale, c'est qu'au lieu de regarder les réalités économiques, il faut savoir que nous sommes en pleine désindustrialisation, que la France, aujourd'hui, a un PIB, l'industrie représente 10,1% de l'activité du PIB. En Russie, qu'on critique, ils sont à 33%. Eh bien alors on part du principe, et c'est ça qui est catastrophique. Moi, le Français, je veux vivre comme ça. Comment voulez-vous vivre dans le monde en disant, moi je veux vivre avec mes 2 enfants, etc. Et puis alors après, on va construire une industrie, alors que nous sommes dans un monde de libre-échange, où ce qu'il faut au contraire, c'est éviter les délocalisations des entreprises binationales. Vous avez les petites industries qui croulent sous les charges. Vous allez dire, ah ben pour bien vivre, je vais augmenter les salaires. Et ben vous allez encore désindustrialiser la France, et avec des belles Finalement, c'est ça votre opposition. Oui. C'est pour ça que c'est de la démagogie, et c'est une honte, je dis bien. Je suis quand même, je fais partie de ce monde-là, j'en connais, j'ai une formation qui vaut au moins celle, je crois que c'est un ancien HEC comme votre serviteur, peu importe. Je dis que ce monsieur est un irresponsable, voilà.
Allez, François de Voyer. Mille fois ce monsieur, à tous les patrons qui, sans rien dire et sans faire de communication, effectivement ils n'en font pas, font venir du monde entier, dans les pays les plus pauvres, des esclaves qu'ils exploitent au SMIC et qui ou d'ailleurs au black, parce que moi j'ai connu, je me souviens, dans une entreprise de bâtiment extrêmement connue du CAC 40, ça arrivait avec des valises de billets, blanchiment d'argent avec des fausses entreprises pour payer effectivement des immigrés qui demain seront entretenus par les Français, par la solidarité collective. Donc excusez-moi de préférer Michelin malgré tout à ce type d'entreprise du CAC 40 qui sous-paye, fait venir des esclaves du monde entier. Bah oui, je préférais que le modèle Michelin, qui est pas parfait, mais bon, dans la vie, c'est le moindre mal, et en particulier, vous savez que vous connaissez la phrase de Michel, c'est l'empire du moindre mal. Je préfère l'empire du moindre mal, là en l'occurrence, un Michelin plutôt qu'un Bouygues ou ce genre d'entreprise. Ce sera le mot de la fin. Juste un dernier point, s'il vous plaît, nous sommes dans une chaîne patriote. Arrêtons de dire que la France est le pays qui va le plus mal, parce que notre endettement public est gigantesque, il est encore plus fort aux États-Unis, en Italie, et même au Royaume-Uni, en Espagne. Ça va mal dans tout l'Occident, la désindustrialisation tourne dans tout l'Occident. Donc arrêtons de faire la France est nulle, la France est trop petite, comme Valéry Giscard d'Estaing et Mitterrand, pour dire la France c'est le passé et l'Europe c'est l'avenir. La France c'est notre avenir, l'Europe c'est notre avenir d'aujourd'hui qui est noir et bouché. Et tout l'Occident va mal, rappelons-le. Oui, mais tout l'Occident va mal, tout l'Occident est super endetté, mais la France cumule un endettement record et des impôts records. Et ça, c'est insupportable. Voilà. Alors, messieurs, c'est très intéressant et merci Philippe, parce que finalement, ça me fait le coup de la liaison vers le sujet numéro 3, qui est le géobashing et le fait que la France, qui est bâchée en fait, enfin bâchée, Marc Rosset va m'engueuler hors antenne, pas du tout bâchée. La France est mise à l'index et rejetée. Allez, on pose quelques secondes et on se retrouve pour ce sujet qui va être un petit peu... ça va être chaud. Allez, à tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Bonjour, allez, la transition et le dernier sujet, c'est le JO-bashing. Autrement dit, l'opposition au JO, les Jeux Olympiques. En fait, je me pose la question, alors qu'on est à moins de 3 mois des JO, pourquoi la France ne s'enflamme pas? Pourquoi Paris n'est pas pavoisé aux couleurs des JO? Pourquoi vous et moi n'avons pas tous un poster des JO dans notre bureau? Pourquoi on n'a pas un t-shirt des JO? Il y a plein de nations qui se sont mobilisées et en France, on reste au fond du trou en disant que les JO, c'est nul, bien aidé par certains politiques. Allez, Philippe Murer. Non, j'ai plutôt Tariq qui est Ah oui, pardon, Tariq, excusez-moi, c'est Tariq. Oui, vous avez dit la phrase, c'est aidé par certains politiques. Ouais. C'est une conséquence du macronisme qui a décidé de gouverner la France par la trouille et qui, depuis que les Jeux Olympiques sont en ligne de mire, pointe à l'horizon, ils nous disent voilà, il va y avoir des attentats, il va y avoir ceci, mais monsieur Darmanin bande les muscles et dit vous allez voir avec mes petits bras, il n'y aura pas d'attentat, il n'y aura pas de truc, vous allez voir, tout va être... Donc en disant qu'il n'y aura pas de truc, tout le monde se dit... Mais bien entendu, ils passent leur temps... Non, ils pourrissent la vie des flics, parce que... Qui c'est qui a dit que les policiers n'avaient plus de droit de vacances? Qui a dit que les gendarmes n'auraient pas de vacances? Donc qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous allez avoir... Paris va être Fornox. On a pourri la vie des Parisiens, on leur a dit il faut un passeport pour aller ceci, cela, parce qu'ils ont bien aimé le passeport. Parce qu'ils ont bien aimé le passeport pour aller boire un coup au bistrot il y a 3 ans. Ça, ils ont adoré, donc on va nous refaire le coup. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez? Et en plus, les Français, ils foutent la trouille aux autres Français. Parce que, qu'est-ce qu'ils se disent, les Français? Ils disent tous les flics vont être à Paris, tous les gendarmes vont être à Paris. Ça va être le Far West chez nous. C'est ce qui va se passer. Donc, à force de foutre la trouille à tout le monde et de dire on est très fort, on est très beau, ben, il faut pas. Mais on ne devrait pas être fier d'organiser les JO, de tout ce qui est en train d'être mis en œuvre. Mais la faute à qui? Pourquoi on n'en est pas fier? C'est qu'on a foutu la trouille à tout le monde. Attendez, lorsque 3 mois avant les Jeux Olympiques, on dit aux Parisiens, on explique aux Parisiens, attention, ça va être difficile, attention, il va falloir machin, attention, vous n'allez pas avoir droit de souci, attention, télétravail et tout. Écoutez, excusez-moi. Vous vous rappelez, en 2005, quand on a perdu les Jeux Olympiques, on gagnait les Anglais. 2005, on avait très envie de les avoir, ces Jeux-là, en France. Et tous les Français avaient envie et ils sont passés à l'ombre. Par contre, ces Jeux, depuis le début, les Français n'en veulent pas. En fait, depuis le début, la caste l'a eu d'ailleurs, Hidalgo a participé, mais on n'avait pas l'impression qu'elle était très motivée. On les a eus et les Français n'en veulent pas. Pourquoi? Parce que les Français
en moyenne, pensent que le pays va trop mal pour organiser des JO. Parce que déjà, ça va montrer au monde entier tous les problèmes des Français. Alors, le problème, c'est de plutôt monter la gloire d'un pays plutôt que les problèmes d'un pays. Saleté de Paris, insécurité, problème d'organisation. Parce que les Français pensent qu'en plus, la caste n'est pas capable de les organiser. Et puis, en plus de ça, c'est utiliser l'argent pour faire briller la caste, alors que les Français savent pensent qu'il faudrait plutôt soigner les maux de la France. Donc là, ça crée une césure entre les élites, maintenant, aujourd'hui. Mais Philippe, vous n'êtes pas le Français dépressif typique, qui ne croit pas en lui-même en disant ça? Non, mais moi, je n'avais pas envie de ces JO. J'avais envie des JO de 2012. Là, je trouve que la France va trop mal. Je représente un peu le Français moyen là-dessus, si vous voulez. Ouais. Et il y a une césure entre les élites et la caste qui est matérialisée par ces JO, très clairement, c'est le cas. Nécessité de les organiser, donc ils n'étaient pas d'accord, mais aussi sur la façon de se faire, parce qu'on a l'impression que la caste... voilà, c'est des objectifs puérils. Au lieu de faire briller la France, c'est plutôt se baigner dans la Seine. On a dépensé 1,4 milliard d'euros d'investissement pour faire les JO dans la Seine. Ça paraît un peu puéril, hein, si je me permets. C'est aussi. Et puis Macron, avec son vice, en fait, nous dit la nouvelle Edith Piaf, c'est Aya Nakamura qui chantera Piaf. Et en fait, Aya Nakamura, c'est quand même quelqu'un qui fait 100 fautes d'orthographe par minute et qui est habillé de façon d'une vulgarité indécente qui ne représente pas la française, hein. Pas l'élégance française du tout. Et puis, c'est aussi la fin justifie les moyens. Ce dont a parlé Darrick, c'est-à-dire les Ausweis électroniques, finalement. C'est comme ça qu'on devrait les appeler, les QR codes. Il nous faudra des laissez-passer pour traverser la Seine. Toutes les zones de Jeux Olympiques, dont toute la ligne de la Seine. Donc c'est un problème majeur, en fait, derrière tout cela. Et ça pourrait se retourner, d'ailleurs, on en parlera peut-être, contre le gouvernement, tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas, pardon, hein, moi je vois deux négatifs là, est-ce qu'il n'y a pas des motifs de réjouissance? Non, Franck, les infrastructures je ne suis pas négatif, je dis simplement que tout est fait pour que les Français n'en veuillent pas. Excusez-moi, c'est pas pareil. Moi je trouve que c'est très bien. J'ai fait la liste des plus. Je trouve que c'est très bien. J'ai fait la liste des plus. Livraison des infrastructures. Assez limitée d'ailleurs. Hein. On a construit une piscine à Saint-Denis et un stade à la Porte de la Chapelle. Tout le reste, c'est relativement sobre. C'est des stades éphémères et on va profiter du Grand Canal et de Versailles pour faire de l'équitation. Ça me semble absolument extraordinaire. Est-ce que le comité d'organisation parle de ça? Non. Il vous parle des QR codes pour empêcher les gens d'y aller. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est la faute des organisateurs. Alors, les deux ronchons là, vous êtes du côté des ronchons? Évidemment, je suis de nouveau le corbeau. Il en faut un. J'espère qu'il va y en avoir un. Mais le corbeau réaliste et qui est capable de justifier. Moi, je ne veux pas jouer au devin, mais je pense à la Grèce comme signe annonciateur. Nous sommes à la veille d'une catastrophe économique ou une explosion du pays, et de savoir qu'un pays super endetté, et puis voilà. Mais parce que vous pensez, parce que là, on sait que la Grèce a plongé économiquement à la suite des JO. Oui, alors, non, là, il n'y aura pas de liaison aussi directe pour la Grèce, parce que ça ne représente pas un effort financier comparable, étant donné le PIB de la France, mais comme signe symbolique possible. Et donc je participe au géobashing pour deux raisons, parce que suite à cette honte immigrationniste depuis 40 ans en France, le pays est trop menacé par des problèmes d'insécurité, on l'a vu trop souvent, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc vous craignez que pendant les JO, on voit ça? Voilà, et l'histoire de la Seine, je trouve que ça vient d'avoir fait enlever les bouquinistes, etc., c'est le truc en trop. Les bouquinistes, ils n'ont pas enlevé. Hein. Non, mais il était question de les enlever. Non, mais ça montre le problème de souci de l'attentat. Est-ce qu'on avait besoin d'aller se baigner dans les eaux claires de la Seine? Absolument. Moi, ça me paraît c'est une vieille promesse de Jacques Chirac non tenue. Mais alors, c'est très beau. Mais c'est en rajouter d'une façon peut-être inconsidérée. Alors, voilà. François de Voyer, je compte sur vous. Alors, oui, mais je vais être encore la voix discordante de l'émission. Donc oui, je vais être un peu favorable. Non. Marc Rousset, vous venez de citer peut-être la seule chose qui provoquait mon engouement, c'était d'imaginer l'ouverture sur la Seine. Imaginez le monde entier admire ce lieu compris entre le musée d'Orsay en gros et Notre-Dame. C'est sublime. Enfin, et même ça, on risque de le perdre. Donc ça, c'est ma déception. Vous parlez de la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture, il semblerait, moi, d'après les informations que j'ai, les risques soient tels, l'organisation soit si difficile
qu'on risque de se décaler vers les Champs-Élysées où tout est balisé, parce que en termes de protection, malgré des polices étrangères qui vont venir aider la police et la gendarmerie française pendant les JO, c'est quand même fou de le dire. Mais ça aussi, ça contribue à la trouille. On dit, on est obligé de faire venir des flics de l'extérieur. On fout la trouille. On n'est pas obligé de le claironner sur les toits et d'en faire un axe de com. Pas tous ensemble. François de Voyer. Là-dessus, c'est que il y a un côté français de l'autoflagellation. C'est très français, l'autoflagellation. Tous les JO se passent comme ils se passent en amont. Ça, c'est ce qui est courant, c'est les travaux infernaux, les budgets qui ne tiennent pas, les risques en matière de sécurité. Ça, en réalité, dans tous les pays du monde qui ont organisé les JO, il y a eu ces débats, il y a eu ces polémiques. C'est pas nouveau. Ce qui me semble nouveau, mais je ne le lirai pas seulement à la France, je suis entièrement d'accord avec Tariq, Macron, diviseur, a augmenté cette anxiété générale, c'est tout de même qu'il y a, au moins en Occident, et peut-être plus largement dans une partie du monde, un effet général d'angoisse, de tension qui fait qu'on n'a pas envie, on n'a plus envie de s'amuser autour de gens qui tirent dans un ballon ou qui courent dans un stade. C'est terrible à dire, mais depuis les derniers JO, il y a eu le Covid, qui a tout de même participé à la désocialisation. Les derniers JO, c'est Tokyo, hein ? Exactement. Okay. C'était depuis, on a vécu la mort de la sociabilité en Occident, dans tous les pays. Il y en a quand même une grande part, y compris en Russie d'ailleurs, où on a désociabilisé les gens pendant cette période du Covid, avec une gestion sanitaire aberrante. On a cette montée des périls dont on a parlé depuis le début de l'émission, avec les guerres partout, l'endettement qui explose, le dérèglement climatique, en tout cas les phénomènes météorologiques qui peuvent être inquiétants pour beaucoup, angoisse ou nos montées en sauce, c'est un autre sujet. Je pense que les gens, hélas, n'ont pas le cœur à se réunir et à faire la fête. C'est très bien. Et pas seulement en France. La Coupe du monde de rugby a démontré le contraire, non ? Mais c'est spécial, c'est un peu différent. C'est autour d'un seul sport. Mais je pense que tu mets dans le mille, là, en fait. C'est vrai qu'il y a ce problème. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas le problème du dérèglement climatique qui reste très contenu pour le moment. Je veux dire, il n'y a pas de catastrophe. Hein. Je veux dire, bon, le problème, c'est que les élites nous allons sans arrêt des catastrophes et mettre les Français sous le projet peur. Ils nous ont dit l'année dernière qu'on allait avoir la pire sécheresse qu'on allait voir. En fait, on a les pires inondations qu'on n'a jamais vues. Donc, on a eu la pire sécheresse. Non, mais soyons sérieux. Débat, mais c'est toujours le cas. Je veux dire, ça pleut pas et après le 15 août, ça repleut. Je veux dire, ça a été une sécheresse. Après, il y a des inondations. Ça a été plus chaud l'année dernière. Maintenant, on est plus froid. J'espère qu'on aura un Je débat pense que là-dessus. les élites passent leur temps à faire peur sur ça, sur la dette, sur la guerre. Vous avez appelé ça le projet peur. Projet peur, comme le très intéressant. Projet peur. D'ailleurs, c'est le Project Fear, c'était le projet pour dire ne faites pas le Brexit, ça va être la catastrophe. Ne faites pas la souveraineté nationale, ça sera la catastrophe. Il n'y a pas eu de catastrophe du Brexit. C'est pas lui. Donc, en fait, et c'est une façon, c'est ce que disait Machiavel. En fait, je ne me rappelle plus l'expression exacte, qui est la citation exacte, mais c'était faites peur aux gens et vous les contrôlerez. Vous les contrôlerez par la peur. C'est une caste qui ne peut plus contrôler par le bien commun, par amuser les gens, par faire en sorte qu'on se réunisse au niveau national. Ils le font par la peur. Ce n'est pas parce que l'on fait peur aux gens que le problème n'existe pas. C'est là mon désaccord. C'est pas parce que l'exploitation de la peur, et ça on se rejoint. Un petit sondage. Vous êtes tous parisiens ? Oui. Ou pas loin ? Non. Ah non, pas vous, effectivement. Est-ce que les Parisiens resteront à Paris pour assister aux JO ? Non. Vous partez ? Oui. Vous partez. Oui, est-ce que vous allez... Vous savez qu'il y aura à peu près 15 millions de touristes Paris, région parisienne, sans compter ceux qui vont à Marseille pour les épreuves de bateau, et qu'il y aura 4 milliards de spectateurs. Est-ce que vous serez devant vos télés ? Perspective. Mais, écoutez, non, bon, je suis pas. J'allais dire sport en chambre, mais personnellement, sport en salon, je suis pas un passionné de sport. C'est pas. Pardon, je sais que vous jouez au golf. Il y a les meilleurs joueurs qui vont à Saint-Quentin. Je regarderai probablement le golf, mais bon, si vous voulez. Mais je crois que François l'a dit tout à l'heure. D'abord, je pense pas d'ailleurs que sur ce plateau il y ait quelqu'un qui soit contre les JO. C'est la façon dont ils sont présentés et que c'est la politique qui est menée qui fout la trouille à tout le monde. Mais c'est une façon de gouverner, comme l'a très bien dit. Et puis ce qu'a dit François tout à l'heure est intéressant parce que vous observerez une chose, c'est que pour les JO, ces JO-là, il y avait plusieurs villes qui s'étaient désistées,
que les JO de 2028 sont déjà attribués, ils ont été attribués avec 5 ans d'avance, à Los Angeles, en même temps qu'à Paris, à Los Angeles, et qu'il n'y a plus de candidat derrière. Enfin, Los Angeles, par défaut, il n'y a pas d'autre candidat. Il n'y a pas de candidat. Et il n'y en aura plus pour 2032, donc normalement, ceux de 2032 devraient être désignés l'année prochaine, c'est 6-7 ans avant. Eh bien, pour l'instant, il n'y a toujours pas de candidat. Donc, effectivement, l'atmosphère n'est plus à ça. Mais venez pas dire aux gens qui sont sur ce plateau qu'on est contre les JO, c'est tout le gouvernement qui fait tout pour qu'on y... Moi, je me permets. Moi, je suis contre montrer la France. Je suis contre montrer la France dans l'état où elle est au monde entier, sale, insécure, problème d'organisation partout, une casse qui n'est pas gouvernée. Moi, c'est ça qui me fait mal. Personnellement, ça me fait mal. Vous vous attendez pas à des images incroyables où il y a un stade qui va être monté face à la Tour Eiffel, il va y avoir des épreuves à l'intérieur du Grand Palais, des images où on verra des chevaux, le Grand Canal, le château de Versailles au fond. Est-ce que ça ne va pas produire des images je ne doute pas que ce sera superbe. C'est très exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est pas la saleté qu'on va voir, c'est ça que je veux dire. Le problème, c'est que... Le problème de saleté, d'insécurité, malheureusement, et de désorganisation et de problèmes... Vous avez bien vu, ils sont incapables d'organiser la Ligue des Champions. Il y avait les Anglais à Seine-Saint-Denis qui sont arrivés, n'ont pas de problème de transport. C'était vous savez, toutes les bandes de racailles de Seine-Saint-Denis qui ont agressé les Anglais, les supporters anglais. Et en plus, on a un gouvernement qui nous fait honte à l'étranger, qui dit ah ben non, c'est les hooligans anglais qui s'auto-agressaient. Donc ça va pas, quoi. Ça nous fait honte, tout ça. François de Voyer. L'autre nouveauté, je vous rejoins, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ces images d'Épinal magnifiques, je pense qu'elles seront enthousiasmantes. Mais très rapidement, il y aura les fils Telegram des Chinois déçus, trouvant tout dégueulasse, des restos à touristes qui vont les humilier et leur faire payer une fortune des plats surgelés. Enfin, il y aura toute cette image-là qui va se dégrader. Et ça, c'est nouveau. C'est sûr qu'il y a 20 ans, on n'avait pas ce problème. On pouvait garder une image de façade super. Marc Rousset et Tariq Dali. Il suffirait que... alors, je m'excuse, aussi toujours un petit côté corbeau triste des choses, mais qu'il y ait à ce moment-là un seul petit, même un petit attentat. Ouais. Et tout cet effet aboutit à un effet inverse. C'est-à-dire que ça sera la déception, ça sera la... Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on attend beaucoup, on est dans un... c'est ça le problème. C'est ça qui vous fait peur. Oui, on n'a plus l'âme, et puis ça correspond à une réalité. Puisque nous-mêmes, lorsqu'on se promène dans le RER, le métro, moi, chaque fois que je traverse les Halles, je suis sur mes gardes. J'ai pas honte à le dire. Je comprends. Voilà. Et Tariq Dali, vous pensez qu'il n'y aura rien, en fait? Je n'ai pas du tout cette crainte, et j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que toute la France va être le Far West. Mais ici, tout va être fait pour que ça marche sur mesure des okay. Je ne suis pas convaincu qu'ils fassent la cérémonie sur le truc, là, sur la scène. C'est de la mégalomanie totale. Ils vont faire ça dans un stade comme tout le monde. Ça, c'est pas un sujet. Mais en revanche, que Paris soit hyper gardé, hyper fliqué, toutes les images seront parfaites. En revanche, allez voir le maire d'Orléans. Allez voir le maire. Il va dire qu'on lui a envoyé les SDF dont on veut pas et tout. On est en train de tout nettoyer. Les pauvres gens, les misérables. Ils vont dégager, on va les retrouver dans les provinces, etc. C'est là que sera le problème. C'est pas à Paris. Alors, il y a un truc qui est vraiment malsain, mais il faut le dire, il faut dire les choses. Il y a une partie des Français qui détestent tellement la casse, qui savent qu'ils vont être humiliés. Ils disent autant que Macron soit humilié aux yeux en mondiovision devant le monde entier. Et des gens tellement la caste a divisé le peuple contre elle et entre différentes factions. N'oubliez pas l'intelligence politique de Macron, dont la méthode a toujours été annoncer le pire pour qu'on se contente du médiocre. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on se dit « Ah, finalement, il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu d'extrême violence, il y a eu simplement des incivilités, c'est-à-dire crachats, coups de poing, etc. » Et on se dira « Ah ben finalement, quelle réussite !» Il est excellent pour ça. C'est sa méthode depuis le début de son mandat. Mais Philippe Murer, je réagis à ce que vous venez de dire. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à contrario, il va y avoir une forme de fierté si ça se passe même médiocrement comme le dit parce qu'en fait, ce qui va se passer, si vous voulez, on est dans une société où les médias de la caste, c'est-à-dire France Info, France Inter, vont dire c'est formidable, les JO, il faut le regarder. Mais les Français, il y en a une grosse partie bloquée contre. Et ils vont encore plus se bloquer en deux camps. Le fait qu'ils essayent d'imposer aux Français de penser tel que eux le veulent, contre la pensée du peuple français, ça ne marche plus et ça irrite les gens, tout simplement. Donc, je ne pense pas que ça va être un grand moment, malheureusement. Quoi. Bon. Et il suffit que les faits viennent démontrer le contraire. Ce que je ne souhaite pas, à titre personnel. Dans toute la province, partout, je vous dis, ça va être nickel. Nickel pour les Jeux Olympiques, mais la France périphérique, elle va être à l'abandon. Bon, allez, messieurs, petite note pessimiste. On aura l'occasion d'en reparler, puisque au mois de juillet, on fera notre dernière émission un petit peu avant le début des JO, donc on saura bien où on va.
Dans tous les cas, rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre présence et nouvelle émission bientôt. Donc, à bientôt.